traditionnel café de l'innovation, Clara Deletraz de la French Tech. Merci de nous rejoindre. Paul-François Fournier de la BPI, qu'on remercie pour son soutien pour Innovation Week, deuxième siège, oui, tout à fait. Richard Meneveux, qu'on ne présente plus. Merci beaucoup Richard d'être là ce matin. On a veillé tard hier, c'est vrai. Voilà. Vincent de Bernardi, qui est directeur de la communication des CCI de France. Ouais, du coup, voilà. Ah, voilà. Alors, ça va être intéressant. Si. Non, mais on fait banquette. On fait banquette. Voilà. Ah bah voilà, tu vois, il y a toujours tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On est bon. Et moi, du coup, je me mets là. Voilà. Et Marie de Numa, qu'on est très heureux d'avoir au Web Forum pour la première fois. On va démarrer par le programme qui nous a animés hier soir, Richard, la diffusion de We Love Entrepreneur. Voilà. Alors, il est vrai que pour certains, il était en programme ce matin. Donc, il y en a qui sont pointés à 8h du mat. On est désolé. En fait, c'était hier la projection. Non, parce qu'effectivement, entre la publication du Figaro programme et puis nos derniers ajustements, n'est-ce pas, voilà, c'est pas grave. Mais du coup, on va le reprojeter tout à l'heure à l'heure du déj, ici, pour ceux qui veulent le voir. Voilà. Avec grand plaisir. Et puis de toute façon, Voilà. la programmation du film va continuer puisque hier c'était donc l'avant-première. Et l'idée c'est de présenter ce film sur un grand nombre d'événements d'ici juin 2015 et puis directement auprès de différents segments, notamment les étudiants qu'on cherche à adresser, les cadres en entreprise, justement pour découvrir qui sont ces entrepreneurs et ces startups et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter justement aux grands groupes. Je pense que c'est un des points essentiels aujourd'hui, c'est justement l'innovation et comment un grand groupe peut utiliser les forces vives que les entrepreneurs peuvent mettre à leur disposition. Pour donner un ordre d'idée, hier, Jean-Luc Bernard de NetWave justement expliquait à quel point une start-up justement pouvait avoir une idée précise de son produit, mais néanmoins, lorsque il va à la rencontre de ses clients lui l'amènent à modifier son produit, l'amènent à l'améliorer pour justement s'adapter soit aux aspects marketing, aux besoins marketing de l'entreprise, soit aux besoins techniques de l'entreprise. Et ça fait également progresser les startups et comprendre qu'aujourd'hui, la relation justement entre une startup et un grand groupe, c'est pas juste une prestation et l'accès à un marché pour la startup en soi ou l'accès à un service qui est un petit peu packagé, prêt à l'emploi. La relation entre justement un grand groupe et une startup, c'est quelque chose de plus ténu, de plus profond et qui mérite justement une relation qui soit décomplexée, c'est-à-dire réussir à comprendre qu'une start-up, ça va vite, ça va pas faire 10 meetings pour pouvoir faire un deal, et inversement, elle peut de son côté donner énormément d'énergie, donner énormément d'intelligence, apporter beaucoup d'innovation, parce qu'elle aussi, elle va se mettre en quatre pour pouvoir apporter cette innovation à une grande entreprise. Absolument. Pour développer les startups, il y a eu pas mal d'initiatives. Donc, Laurent Allard, directeur général de HEC Alumni. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'innovation pour le groupe? Je sais qu'il y a eu pas mal de choses autour des MOOC, autour des entrepreneurs. À HEC, effectivement, l'innovation, bonjour à tous, pardon. À HEC, l'innovation, c'est deux axes. C'est le business d'HEC, de la formation, et donc comment HEC est toujours à la pointe sur son univers, qui est donc les avancées pédagogiques. Tu parles des MOOC, ça c'est une révolution majeure qui arrive dans l'univers de l'enseignement. On ne sait pas encore bien comment le prendre. Donc moi maintenant, j'entends parler, je crois que c'est le dean de Tsinghua en Chine qui a dit moi je vais faire des NOOC plutôt, des non-open online courses. Pour les fans de Star Trek, il y a aussi les SPOC maintenant, les Small Private Online Courses. Donc en fait, on est dans un univers très mouvant. Et ça, c'est une vraie complexité dans le Connect, Transform or Die pour HEC, parce qu'effectivement, les modèles ne sont pas encore définis. Ça, c'est un premier univers sur la partie pédagogique. Le deuxième univers, c'est qu'effectivement, innovation, entrepreneuriat, c'est véritablement l'ADN
de l'école, dans ce qu'elle essaie d'apporter aux étudiants. Et elle le fait de plein de manières différentes. Je vous avais parlé l'année dernière d'un partenariat qui était une première mondiale entre HEC et Google pour faire des talks sur la créativité avec les étudiants. Cette année, là, les étudiants sortent d'une piscine de codage à l'école 42. Donc il y a vraiment des choses qui sont comme ça très à la pointe. HEC vient de signer un deal avec IBM pour faire une formation sur le big data. Et voilà, et HEC est toujours dans la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs univers sur le campus qui forment spécifiquement des entrepreneurs, une spécialisation de 3e année, un incubateur, diverses choses dans les diverses formations. Et un chiffre, juste pour terminer, à HEC aujourd'hui, on estime qu'il y a autour de 15% des diplômés qui, chaque année, partent vers la création d'entreprises. Donc voilà, c'est un écosystème très, très dynamique, une effervescence très forte autour de l'innovation, entrepreneuriat. Merci beaucoup. Clara, on est très heureux de vous avoir ce matin. Je sais que ce n'était pas évident. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la démarche French Tech que vous développez à Bercy? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, l'initiative French Tech, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement, en l'occurrence par Fleur Pellerin, l'année dernière, en novembre dernier. Notre focus, c'est vraiment French Tech égale start-up égale croissance. Ce qui nous intéresse, c'est la conviction qu'on a, c'est qu'en France, il faut qu'on arrive à créer les conditions pour renforcer et accélérer la croissance des start-up et des entreprises de croissance, parce qu'en fait, les gisements d'emploi, ils sont là. Voilà, donc c'est vraiment à ça qu'on s'intéresse. Voilà, du coup, on essaie de construire une politique publique d'un genre un peu nouveau, dans laquelle il n'y a pas forcément... Enfin, l'idée n'est pas de construire un nouvel outil public en faveur des startups, un nouveau produit ou une nouvelle institution. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est à la fois de coordonner justement l'action publique de tous les acteurs qui existent déjà et de tous les opérateurs de l'État. Donc, un de nos partenaires, enfin des partenaires fondateurs de l'initiative French Tech, c'est BPI France, avec Paul François. Mais il y en a d'autres, UbiFrance, la Caisse des dépôts, etc. Donc c'est vraiment coordonner l'action des acteurs publics et s'appuyer vraiment sur les initiatives qui partent du terrain, qui partent de l'écosystème, qui sont portées par les acteurs privés. Et nous, on est juste là pour les amplifier, pour apporter un effet levier. Donc c'est vraiment un mindset, un état d'esprit assez différent qu'on voudrait essayer d'imprimer en France et pour porter vraiment cette cause des startups en France. Je pourrais revenir tout à l'heure un peu sur les différents leviers qu'on active, mais voilà en gros. Paul François, beaucoup d'actu depuis un an sur BPI, des ouvertures à New York. Tu peux nous faire un petit peu un point? Alors effectivement, nous, on est vraiment dans Transform. Donc on a pris cette culture en fusionnant finalement, c'est la base de la création de BPI France, c'est en fusionnant 3 entités et en donc transformant. Et notre ambition finalement, c'est de faire de BPI France. Moi, j'ai fait mon service militaire dans la cavalerie et donc j'ai une culture où, je suis désolé, mon image n'est pas forcément la plus jolie, mais dans la cavalerie, c'est très important d'avoir le génie derrière soi, parce que quand vous êtes en opération, vous êtes content d'avoir les gens qui viennent pour vous apporter le repas, pour vous apporter le fuel. Et donc, nous, on est un peu le génie de cette affaire, et donc on essaye en fait de transformer BPI France pour qu'on soit le génie des entrepreneurs, qu'on aille à leur rythme, qu'on arrive à donner les outils de financement les plus adaptés. Et donc, c'est ça notre objectif. Donc, on a mis en place, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je vais passer la matinée, mais on a mis pour ça en place un programme qu'on appelle Nova, qui a 3 axes finalement, hein, et on est depuis un an sur ce sujet, et on va continuer parce qu'il y a une logique aussi de consistance. Le premier axe, c'est la simplification. On veut vraiment simplifier, c'est un travail difficile, long, pénible. On veut simplifier nos dispositifs. On veut en particulier aussi tourner nos dispositifs plus vers l'innovation non technologique, parce que nos outils sont techniquement, pour des raisons aussi réglementaires, trop tournés vers la technologie, et on voit bien que l'innovation est de plus en plus non technologique. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement, parce qu'on sait qu'on donne de l'argent aux startups, mais le deuxième sujet, c'est qu'elles soient dans un écosystème qui leur permette de réussir. L'argent n'est pas tout, au contraire même, et donc c'est très important qu'on soit dans un écosystème où il y a des entités, des partenaires qui permettent à ces entreprises d'utiliser le plus intelligemment possible cet argent. Et le troisième axe, c'est le continuum de financement.
où on veut vraiment donc incarner ce continuum depuis une subvention de 30 000 € pour acheter 3 PC et s'installer dans un incubateur, un accélérateur, jusqu'à des tickets de 30 ou 50 millions d'euros pour pouvoir suivre sur des très grosses boîtes. Et donc, on a mis tout un tas de nouveaux dispositifs. Par exemple, le fonds Large Venture, qui permet de faire des tickets de plus de 10 millions d'euros. On était dans 70% des opérations de plus de 20 millions d'euros au premier semestre. Et il y en a eu beaucoup, en particulier dans les medtech et les biotech. Et donc, aujourd'hui, on peut trouver, avec des fonds français, on y travaille aussi avec nos partenaires, ou avec des fonds anglo-saxons, plus de 10 millions d'euros de façon de plus en plus facile en France. Très bien. Marie, qu'on est très heureux d'avoir. Merci Nathalie de nous avoir présenté. Numa, l'accélérateur dont tout le monde parle, le lieu d'innovation. Alors, comme dirait Valls, qui nous a fait la gentillesse de passer il y a quelques jours, ce n'est pas un lieu, c'est un mouvement. D'accord. Donc je vais le reprendre. Voilà, peut-être pas en baseline, mais presque. Et effectivement, cet outil-là, il a la particularité d'être en mouvement constant. C'est-à-dire que ce qu'on offre, nous, aux entrepreneurs, et pas seulement aux start-upers, aux entrepreneurs au sens très large, parce qu'on considère que c'est la société entière, en fait, qui est en train de se transformer, et qu'on est aujourd'hui dans une société un peu clivée, où on a d'un côté des grandes entreprises, d'autre côté des administrations, d'autre côté des start-up, et puis des utilisateurs, des usagers, et qu'il y a plein de barrières, en fait, entre ces mondes-là, ces cibles-là. Et nous, ce qu'on fait à Numa, c'est de créer de la porosité entre les mondes. Et on donne à tous ces gens-là la certitude qu'ils ont tous la capacité de réinventer le monde. Et donc, on fait travailler ensemble en porosité des grandes entreprises, des petites boîtes, des individus qui pensaient qu'ils n'auraient pas de leur chance. Et on leur donne on les accompagne dans cette prise de conscience que en fait, ils sont en capacité de réinventer le monde. Avec une entrée et, on va dire, une culture propre, qui est évidemment celle associée au numérique. Mais aujourd'hui, le sujet, il n'est plus numérique. Le sujet, il est social et sociétal. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on s'attache finalement à faire rentrer en connexion tous ces environnements. Et là, vous fêtez pratiquement les 1 an. Ouais. Donc, combien d'entreprises sont passées? On parle il y a eu des flux énormes, en fait. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, quelques métriques. Alors, effectivement, c'est presque 800 événements. Donc, un événement, c'est quoi? Ça va d'un workshop de 30 personnes à la décompression du Burning Man qui aura lieu vendredi avec 350 personnes. Je viens. Et c'est plus de 80 000 personnes, on pense, qui seront passées. Alors, ce n'est pas des personnes uniques, c'est impossible à compter. En plus, on est dans un lieu très ouvert. Et puis, en nombre de sociétés, en moyenne, il y a à peu près 200 boîtes qui sont dans le Numa en permanent. Alors, c'est soit des personnes individuelles, soit des gens en groupe. Et tout ça se mélange de manière totalement improbable et avec des effets d'opportunité, des effets de fertilité. Au niveau européen, vous avez des comparables comme ça de mouvements de mouvements avec des murs. Notre particularité très forte, c'est le fait d'être en renouvellement constant. Là, on a repris tous nos programmes, on est en train de tout repenser tout le temps. Et c'est la grande diversité d'approches dans un seul et même espace. Qui finalement est petit, c'est 1500 mètres carrés. Et donc, c'est des croisements tout à fait improbables. Et on n'a pas trouvé exactement de comparable dans la dénomination. Mais voilà, mais il y a des gens qui... Ouais. Très bien. Vincent, les CCI, alors c'était l'année de l'innovation pour les CCI de France. Absolument. Donc vous avez eu un gros programme dans toutes les régions pour essayer d'aller à la rencontre des entrepreneurs, les connecter, montrer aussi ce que les CCI peuvent faire et comment elles peuvent accompagner aussi les entreprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument, dans un contexte un peu difficile, vous avez peut-être vu dans les journaux ce qui arrive en ce moment aux chambres de commerce et d'industrie avec un gouvernement qui pense qu'on peut aller chercher de l'argent là où il est, et en réalité il ne l'est pas tellement, et ça va plomber sérieusement l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en France. Enfin, on verra les dégâts certainement en 2015, dès le début de l'année. Cela dit, on a lancé cette année de l'innovation en 2014. Elle n'est pas finie. On a encore 3 mois devant nous. Il y a pas mal d'événements qui vont se déployer partout en France.
On en est déjà à plus de 500. On a touché énormément d'entreprises. Je ne vais pas vous donner le chiffre parce qu'il ne dirait pas grand-chose, mais pendant toute cette année, on a essayé de... Et ça rejoint un peu ce que les autres intervenants ont dit. On a essayé de rapprocher la culture de l'entrepreneuriat à la culture de l'innovation. Et c'est totalement indissociable. Et ça, les chambres de commerce et d'industrie, elles le font toute l'année, tous les jours, avec les écoles de commerce, et Laurent le disait avec HEC, qui est une école de la Chambre de Paris. Cette culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat, elle se fabrique d'abord dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, dans les centres de formation d'apprentis. Et c'est ça qui est très important et qu'on doit absolument dynamiser encore pour diffuser cette innovation un peu partout. On a intitulé, nous, l'année de l'innovation 2014 dans les chambres de commerce et d'industrie, l'innovation pour tous. Alors ça fait peut-être un peu slogan politique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'abord, il y a des tas de gens qui innovent sans le savoir. On peut leur faire prendre conscience qu'ils sont en train d'innover. On peut les accompagner dans des démarches qui vont encore plus loin. Et puis, c'est pas réservé qu'à une catégorie d'entreprises, c'est pas réservé qu'aux grandes. Et plus on partage, plus on incite les entrepreneurs à aller dans des pépinières, dans des incubateurs, dans des accélérateurs. Et les CCI en ont monté beaucoup ces dernières années. Ça dope l'innovation. Voilà un peu le système qu'on a monté au cours de cette année, qu'on a voulu faire partager au plus grand nombre, avec un objectif d'accompagner de plus en plus d'entrepreneurs à l'innovation, 40 000 d'ici 5 ans. Super. Claire, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les dispositifs French Tech? Clara, pardon, je suis désolé. Good morning. Ouais, j'ai pas eu de café, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, nous, la manière dont on agit, on n'active pas, l'initiative French Tech, on n'est pas là pour activer des leviers législatifs ou réglementaires, même si on sait qu'il y a des sujets aussi en France à ce niveau-là. C'est pas pour ça qu'on s'y intéresse pas, qu'on passe pas des messages, qu'on se fait pas fort de se faire les relais de ça, mais c'est pas nos outils. Nous, notre outil, c'est d'essayer d'agir sur l'écosystème, sur les écosystèmes de start-up. Et pour ça, on fait 4 choses. On voudrait essayer de fédérer vraiment cet écosystème de start-up au sens très large et de manière très inclusive, parce que c'est vraiment fédérer la communauté des start-up et évidemment de tous ceux qui gravitent autour et qui font l'innovation en France, donc évidemment les grands groupes, même les collectivités publiques, les chercheurs, etc. Donc fédéré, c'est pour ça qu'on a créé cette marque French Tech qui est vraiment pensée comme une marque ouverte et partagée que chacun peut utiliser pour avoir une bannière commune qui permet de reconnaître, de créer un sentiment d'appartenance collective très forte. Et dans la mesure où cette marque a été quand même assez bien appropriée par l'écosystème, je pense que c'est qu'il y avait tout simplement un besoin très, très fort à ce niveau-là. Donc fédéré, 2, structurer cet écosystème pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors là, le levier qu'on a activé, c'est quelque chose d'assez simple aussi, c'est qu'on a créé une dérivée de notre marque, le label Métropole French Tech. Et on a lancé un appel à labellisation qui s'adressait à tous les écosystèmes en région, en leur disant, fédérez-vous, mettez-vous autour d'une table. Nous, on pense qu'un écosystème de start-up qui fonctionne, il y a à peu près ces ingrédients-là. Mais à vous de nous dire ce que vous faites vous, ce que vous avez envie d'en faire, quel projet collectif vous proposez pour amener votre écosystème peut-être à un cran d'efficacité, d'intensité plus loin. Et c'est en fait un appel à la labellisation qui a extrêmement bien marché parce que tous les écosystèmes en région se sont mobilisés de manière extrêmement forte. Et donc là, on devrait d'ailleurs annoncer les premières labellisations Métropole French Tech je pense que ça se compte en semaines maintenant. Donc ça, c'est la deuxième chose, fédérer, structurer. Troisièmement, accélérer la croissance des startups en France. Donc ça, en fait, on développe du coup, avec tous les opérateurs de l'État, des outils spécifiques qui sont adaptés aux dynamiques de croissance justement des startups qui sont un peu particulières, qui ne sont pas celles d'une entreprise classique. Donc c'est comme ça qu'ont été mis en place des outils comme le Pass French Tech
qui est une espèce d'offre premium qui permet de coordonner un peu toutes les offres de BPI France, du Bifrance, de la FIC, de la COFAS, etc., pour les entreprises en hypercroissance qui rentrent dans des phases de décollage très très intenses et pour qu'elles aient du coup des outils adaptés. C'est la bourse French Tech pour les innovations non technologiques qui est portée aussi par BPI France. Voilà, et on essaie de développer comme ça tout un tas d'outils qui soient plus adaptés à ces problématiques de croissance rapide. Donc ça, c'est le troisième élément. Et la troisième chose qu'on essaie de faire, c'est évidemment tout ça, c'est vraiment fédérer, structurer, accélérer en interne pour rayonner en externe et à l'international. Donc ça, c'est un de nos leviers très forts. Donc là, on a une enveloppe de 15 millions d'euros qui devrait être débloquée là pour le début de l'année pour faire du marketing international. Donc c'est pas juste du marketing, de la com, de la pub, hein, c'est comment on construit des actifs autour de justement cette marque French Tech et cette communauté pour la rendre plus visible. Comment on construit aussi un vrai réseau d'ambassadeurs de la French Tech, un peu avec aussi toute la diaspora de la French Tech internationale. C'est hyper important hein, d'associer ces entrepreneurs qui sont partis, qui n'ont pas quitté la France, hein, qui sont partis pour porter, pour développer leur business, et c'est super. Je veux dire, c'est hyper positif que tout ça s'exporte. Et voilà, donc en gros la palette de leviers qu'on voudrait activer. Hier soir, le ministre Axel Lemaire est sur scène, vraiment évoquait la notion de confiance comme un des points clés. Paul François, est-ce que justement ces entrepreneurs qui viennent présenter des dossiers, voilà, est-ce que la notion de confiance, on parlait de la notion de confiance comme un des leviers pour l'année 2015 pour vraiment pousser l'entrepreneuriat et encourager tous les acteurs à avancer, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent ? C'est assez essentiel, en particulier dans la relation. Moi, c'est vrai que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui interagissent avec nous. Et un des éléments que je leur dis de façon générale, c'est qu'il ne faut jamais voir une relation avec un financeur, quel qu'elle soit, comme un élément ponctuel. C'est effectivement une relation de confiance, c'est une relation dans la durée. Alors avec BPI France, évidemment, mais aussi avec tout financeur et tout acteur. Parce qu'on est dans des domaines, il faut bien le reconnaître, où le risque est très présent. Et d'ailleurs, il fait partie du projet. Il est même, j'allais dire, créateur de valeur. Et donc, il faut être capable de s'assurer que tout au long de la vie du projet, ce risque, il est maîtrisé et assumer aussi la part d'échec ou la part de réorientation qui est nécessaire. Donc nous, on est vraiment effectivement dans cette logique-là. Notre transformation dont je parlais tout à l'heure, elle est là aussi pour être capable d'assumer cette confiance parce qu'elle est importante. On a une responsabilité forte. C'est aussi parfois de savoir dire des choses pas facile à dire à un entrepreneur qui s'est engagé beaucoup, ou d'être capable d'accélérer fortement si on pense qu'il faut donner un coup de main à tel ou tel entrepreneur. Donc c'est très important. Et tu citais tout à l'heure, Clara disait l'international, c'est très important. On veut exporter cette confiance. On veut être capable, encore une fois, d'avoir cette relation la plus proche possible pour bien comprendre ce qui se passe dans la capacité d'export et de relations. Donc pour ça, on travaille très étroitement avec UbiFrance. On a dans nos locaux maintenant une personne d'UbiFrance dans chacune de nos régions qui travaille avec les équipes au quotidien parce que comme ça, on connaît nos entreprises, mais on peut aussi travailler avec elles à l'export et profiter du réseau de BPI France. Et puis plus spécifiquement sur les États-Unis, parce qu'on pense qu'en particulier sur le numérique, il y a un moment où les États-Unis, c'est une place qui est, j'allais dire, nous on considère que c'est la 23e région française. Et donc on a décidé d'avoir une personne spécifique aux États-Unis pour pouvoir justement gérer cette relation de confiance, c'est-à-dire suivre les entrepreneurs. Souvent, c'est le patron qui part avec une toute petite équipe. Il part avec son baluchon, il va s'installer à San Francisco. Il ne sait pas forcément comment faire pour s'installer, pour trouver des partenaires, pour comprendre l'écosystème. On veut l'accompagner là-dedans et on veut aussi être capable de lui dire « Tu sais, nos produits BPI France, même si tu es installé à San Francisco, ta boîte, elle est française, on va financer ta boîte et on va continuer à t'accompagner. » C'est important. Donc voilà, c'est effectivement au cœur de notre réflexion. Marie, hier, il y avait PKM qui était avec nous et qui parlait un peu, qui nous décrivait un peu cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui a été évoquée assez longuement dans le film We Love Entrepreneur. Toi, qu'on a côtoyé donc 80 000, je rigole avec tous ceux qui passent, comment tu pourrais les définir par rapport à la génération que nous, on a connue, effectivement,
au début du web. Donc des jeunes qui ont entre, je descendrai jusqu'à 17-25 ans, et qui démarrent avec une idée, une démarche global first. Cette idée qu'il n'y a plus forcément la logique de succès national pour aller à l'international, mais une logique complètement internationale dès le début. Voilà. Oui, tu viens de le dire, hein. Il y a cette logique effectivement immédiatement internationale. Il se trouve que moi, j'ai monté cet assaut, donc je côtoie un certain nombre d'entrepreneurs, des Jean-Baptiste Rudel, voilà, que j'ai vu tout petit à l'époque ou autres, et en 2002, depuis 2002, et il y a une évolution réelle, dans l'ambition portée, dans la capacité de se projeter, ça c'est certain. 2, les conditions sont quand même beaucoup plus favorables un peu partout, donc on sent qu'il y a la une preuve envie ce matin. Il y a qui est quand même des facilitée. acteurs qui Absolument, il y a quelques mois, quelques années. Mais surtout, moi, ce que je constate, c'est que c'est devenu un petit peu le TP obligé post-école, l'entrepreneuriat. Quand je recrute quelqu'un, il y a une question que je pose toujours, c'est si tu réussis ton job, voilà, dans 3 ans, la marche d'après, ce sera quoi? Et il y en a quand même 1 sur 2 qui dit ensuite, il faudra que je monte ma boîte. Pas forcément pour réussir, mais c'est le TP obligé. Et donc, il y a cette facilité très grande, cette compréhension du fait que être entrepreneur, c'est devenu quelque chose de possible et d'accessible. Ensuite, on peut se poser la question de ce que c'est qu'un entrepreneur sans vision. C'est un entrepreneur qui va entreprendre pour entreprendre. Mais je pense quand même qu'on est dans un environnement qui est extrêmement favorable, avec une mutation très forte de la culture et des mentalités. Et juste sur un autre petit point, je discutais il n'y a pas très longtemps avec la DRH d'un grand groupe automobile français, et qui me disait c'est terrible, on ne réussit plus à attirer les meilleurs. Voilà. Et donc ça, c'est un autre sujet. Comment est-ce qu'on va réussir à réinjecter de l'excellence, de la compétence dans des industries, alors même que les gens ont envie, cette excellence, elle se construit ailleurs. J'ai une anecdote personnelle, j'enseigne depuis 4-5 ans à HEC en cours électif, et j'ai vu l'évolution en 5 ans. Alors je ne parle pas des taux d'équipement, la disparition du crayon, et tout le monde est sur portable, mais même les étudiants qui, il y a 5 ans, me demandaient justement est-ce que vous avez des contacts chez, je sais pas moi, dans les grandes marques françaises, et qui, je sais pas, dans mon dernier cours, vous n'avez pas un contact chez Box? Donc voilà, c'est assez marrant, effectivement, les aspirations en tout cas des jeunes pour soit monter leur boîte, soit avoir une expérience dans une entreprise technologique. Et donc il y a un vrai challenge RH qui est à aborder et qui est à traiter. Donc Laurent, là-dessus, toi qui vois par rapport à HEC Alumni les statistiques de création d'entreprise, le développement de la filière entrepreneur à HEC, qui a fait des pépites et qui a fait des stars de l'Internet, est-ce que vous observez une nouvelle génération d'entrepreneurs? Il y a PeopleDoc qui a été abordé dans le film hier, je crois que il est sorti de cette école. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres exemples comme ça Merci pour cette question, professeur Ducret. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui 15% des élèves qui, à la sortie de l'école, partent créer leur boîte. L'innovation, elle est clairement dans le digital, c'est sûr. Elle est aussi dans tous les autres univers. Et on a beaucoup d'HEC qui partent dans les sustainable business, notamment. À HEC, on est persuadé d'une chose, et c'est ce qu'on essaie de transmettre aux étudiants et qu'on poursuit après à HEC Alumni dans les anciens, c'est qu'on a un rôle d'engagement dans la société. Et ce qu'on cherche à apporter aux élèves, c'est les outils pour changer le monde. Je reprends cette expression de Victoire de tout à l'heure, mais on est vraiment dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, les étudiants, et c'est là que je réponds à ta question sur la différence générationnelle, les étudiants, ils sont en quête de sens très profonde et ils veulent avoir un impact. Et donc, ils partent pour créer une boîte, pour créer des emplois, pour changer des usages. Et par exemple, tu recevais hier Monsieur Blablacar France, qui est un HEC, et qui est vraiment sur ce genre de dynamique-là. On passe sur une autre dynamique, d'autres business models.
Là, on est dans le peer-to-peer. Voilà, l'idée, c'est vraiment de changer les choses au bénéfice du plus grand nombre. Et c'est un moteur très fort chez les jeunes d'aujourd'hui qu'on trouvait moins auparavant. Et quand tu compares avec une génération incarné par Pierre Kosciusko, qui est un diplômé d'HEC lui aussi, ou des gens comme Stéphane Trépoz qui ont pris Sarenza et qui le développent où c'est aujourd'hui, on est sur des dynamiques qui sont un petit peu différentes de celles qu'on trouve aujourd'hui et des thématiques de création qu'on trouve aujourd'hui. Vincent, cette nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est un défi pour les CCI. C'est un défi pour les CCI, absolument. Et on les voit dans tous les programmes de création d'entreprises qui sont montés un peu partout en France. On a, depuis maintenant à peu près 1 an, changé complètement l'offre d'accompagnement à la création d'entreprises, en y intégrant notamment la technique du business model Canvas, qui marche remarquablement bien, qui est cette matrice en 9 cases qui vous permet de mentalement expliquer quel est votre business model en 3 minutes. Et ça vous pousse à innover. Donc on voit cette nouvelle génération arriver. Voilà, je pense que c'est des gens que devrait rencontrer celui qui dit en toutes les langues qu'il aime les entrepreneurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait voir le film de Richard. Je ne sais pas si Richard l'a diffusé en projet privé à Matignon, mais il me semble que ce serait pas mal. Il y a une tournée qui se prépare, je crois savoir. Et j'espère que les CCI, justement, pourront... avec leur magnifique budget, le projeter et le présenter. Je veux juste revenir en fait sur ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, il y a effectivement énormément de Français qui vont à l'étranger, absolument pas pour des raisons fiscales, mais vraiment pour développer leur boîte. On le voit à New York, et Jonathan, on est un exemple avec PeopleDoc. Aujourd'hui, il a vraiment fait le choix de booster sa boîte. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, il a choisi les États-Unis et pas l'Europe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement signifiant. L'Europe n'existe pas. Et ça, c'est vraiment le point qu'il va falloir travailler, nous, Européens, si on veut considérer qu'on existe, et en tous les cas, que l'État français existe dans le monde aujourd'hui, puisque finalement, nos sociétés vont à moyen terme être global et global à l'étranger. Donc c'est un point vraiment à travailler sur le plan fiscal, sur le plan de l'imposition. Et ça, là, je me tourne vraiment vers Bercy, vers Clara et vers les pouvoirs publics. Il y a un énorme travail à faire d'une manière rapide et efficace, de façon à ce que justement nos entreprises françaises ne se retrouvent pas complètement délocalisées à terme, parce que le marché européen n'existe pas face au marché américain, chinois et sud-asiatique principalement. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin, d'avoir échangé sur ces enjeux d'innovation. Je remercie vraiment la CCI de nous avoir aidés sur Innovation Week. Cette année, encore une fois, un succès, et French Web, 100 événements dans 50 villes, un vrai développement national, un mouvement qu'on espère. Voilà, et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour, j'espère, encore plus de développement, encore plus d'innovation. Merci beaucoup et très bonne journée.